Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire du aujourd'hui 3 octobre. Donc, je me présente, Marie-Ève Galipeau. Je vais vous parler aujourd'hui de la loi 25. Donc, on en entend un petit peu de plus en plus parler. Ça fait plusieurs mois déjà qu'on est sur le sujet, donc bientôt même 2 ans. Donc, ça va nous faire plaisir de vous partager nos connaissances aujourd'hui pour que vous puissiez entreprendre le projet si ce n'est pas déjà fait et si oui, le poursuivre selon les nouvelles règles là, qui sont arrivées dernièrement. Donc, on en entend, je vais me présenter pour commencer. Donc, Marie-Ève Galipeau, je suis avocate et directrice des services juridiques chez Alliance Ressources humaines. Donc, je suis membre du barreau depuis 2013 maintenant. J'ai une spécialité en droit du travail et également en droit civil, ce qui m'a permis également de développer une expertise en matière de protection des renseignements personnels cette dernière année. Donc, etc., etc. La loi 25, donc on en entend de plus en plus parler, comme je le disais, parce que dernièrement, il y a des nouvelles règles, la majorité des nouvelles règles sont entrées en vigueur. La loi 25 comme telle, on parle beaucoup de la loi 25, mais c'est une loi qui vient réformer beaucoup d'autres lois, donc environ 24 au total. Le but de cette réforme-là, c'est vraiment d'offrir un meilleur contrôle aux citoyens sur leurs renseignements personnels. Donc, la loi 25, c'est vraiment une loi principale, donc une loi générale qui vient modifier plusieurs dispositions de plusieurs autres lois. Donc, celle qui s'applique principalement au domaine privé, donc dans le secteur privé, c'est la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Et au public, c'est la loi sur l'accès aux documents, donc la LAI, qui était déjà bien connue des organismes publics. Donc, cette réforme-là entre en vigueur à 3 dates. Donc, on en entend dernièrement, depuis le 22 septembre, la majorité des nouvelles règles sont entrées en vigueur. Mais il y avait déjà des règles qui étaient arrivées depuis le 22 septembre 2022. On va les passer ensemble. Ceci dit, il y en a une dernière qui arrive en 2024, donc le 3, la portabilité. Je vais en glisser un mot pendant la prochaine heure. Donc, c'est quoi un renseignement personnel pour être capable de bien déterminer quelles règles sont applicables? Est-ce que vous devez savoir, en fait, premièrement, est-ce que j'ai affaire à un renseignement personnel? Les renseignements que je traite, est-ce que ce sont des renseignements personnels ou ce sont d'autres renseignements qui ne sont pas visés nécessairement par les lois sur la protection des renseignements personnels? Donc, pour savoir si vous avez à appliquer les nouvelles règles en l'espèce, vous devez savoir si les renseignements que vous traitez sont ou non des renseignements personnels. Donc, les renseignements personnels, on peut tenir pour acquis que les renseignements concernant une personne physique, donc un être humain, et qui permet de l'identifier ou de confirmer son identité, sont des renseignements personnels. Puis ensuite de ça, c'est le degré de sensibilité qui va être appelé à varier. Donc, allant du niveau faible, du degré faible de sensibilité jusqu'à un degré plus élevé. Donc, ce qui va vous permettre de déterminer si le degré de sensibilité d'un renseignement personnel est faible ou élevé, ça va être l'attente en matière de vie privée. Donc, est-ce que la personne s'attend à ce que ce renseignement-là soit protégé pour protéger sa vie privée? Si oui, bien, à ce moment-là, le degré de sensibilité augmente. Donc, le degré de sensibilité va avoir une importance pour déterminer le niveau de protection que vous allez devoir appliquer à un tel ou un autre renseignement. Donc, quand on parle des obligations, vous allez entendre parler souvent aussi de cycle de vie d'un renseignement personnel. Donc, quand on parle de cycle de vie, c'est vraiment le chemin que traverse un renseignement personnel dans votre organisation. Donc, passant par justement le moment où vous le collectez, ce renseignement-là, jusqu'au moment où est-ce que vous allez le détruire. Donc, pendant tout ce processus-là, pendant tout le cycle de vie, pendant le moment où est-ce que le renseignement va exister dans votre organisation, bien, vous allez probablement l'utiliser, le conserver et peut-être aussi le communiquer. Puis à chaque étape de ce cycle de vie-là, la loi impose tant aux organismes privés qu'aux organismes publics diverses obligations qu'on va voir aujourd'hui. L'organisme qui est responsable de veiller à l'application des lois, de veiller au respect des règles en matière de protection des renseignements personnels, c'est la Commission d'accès à l'information, donc la CAI. Pas la CIA, mais la CAI. Donc, la CAI a des missions de promotion et de sensibilisation
Donc, c'est elle qui va être responsable de promouvoir les nouvelles règles, de sensibiliser le public, les organisations aussi. Elle a aussi une section de surveillance et une section juridictionnelle. Donc, dans cette section de surveillance, la CAI est en droit, en fait, d'effectuer des enquêtes, des inspections, soit sur la réception d'une plainte en matière de protection des renseignements personnels ou encore de son propre chef. Donc, si elle souhaite, la CAI, là, si elle a les effectifs possibles, qu'elle souhaite effectuer une enquête au travers des entreprises qui ont des renseignements personnels sensibles, par exemple, pourrait le faire, donc de son propre chef, sans avoir à attendre une plainte quelconque. Elle a aussi une section juridictionnelle, donc qui lui permet aussi d'appliquer des sanctions. Donc, quand on parle de sanctions, c'est ce qui fait aussi un petit peu jaser. Donc, les sanctions ont été pas mal là, élevées, donc ont été un peu augmentées. Donc, auparavant, donc avant le 22 septembre de cette année, les amendes maximum, puis là, on parle pour une entreprise. Donc, pour une entreprise, les amendes maximum étaient pour une première infraction de 50 000 $. Donc, ça, c'est le maximum pour une première infraction à laquelle une entreprise pouvait être condamnée par amende pour une infraction à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Depuis le 22 septembre 2023, le maximum de ces amendes-là, donc si c'est pour une personne physique, exemple une personne physique en affaires qui traite des renseignements personnels et qui fait défaut de respecter ses obligations, pourra se voir imputer une amende de 100 000 $ au maximum pour une première infraction. Pour une amende, en fait, pour une récidive, à ce moment-là, les amendes sont doublées. Donc, ce serait pour un maximum de 200 000 $. Puis là, on parle pour une personne physique, donc pour un être humain en affaires qui ne serait pas nécessairement incorporé. Et pour une personne morale, donc pour une compagnie, une société, ce serait à ce moment-là une amende, en fait, maximale qui ne sera plus nécessairement, qui ne sera plus du tout de 50 000 $, mais qui pourrait être d'un maximum de 25 millions de chiffre d'affaires ou, pas 25 millions de chiffre d'affaires, mais 25 millions ou 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'exercice précédent, donc de l'exercice financier de l'année précédente. Donc, les amendes sont considérablement augmentées, ce qui nous laisse croire aussi que le législateur, donc le gouvernement, quand il est arrivé avec ces modifications-là, veut aussi envoyer un message clair. Donc, un message à l'effet que les entreprises doivent resserrer les règles en matière de protection des renseignements personnels. Donc, pour éviter ultimement, donc pour permettre effectivement, tout à l'heure, on l'a dit, l'objectif, c'est de permettre aux citoyens d'avoir un meilleur contrôle sur leurs renseignements personnels, mais ultimement, c'est pour éviter toutes les conséquences qui peuvent découler d'un incident de confidentialité également. On va en parler. Il y a un nouveau processus de gestion des incidents de confidentialité, des nouvelles règles qui doivent être mises en place. Ceci dit, le but de ces amendes-là, à notre avis, c'est vraiment d'envoyer un message aux entreprises comme quoi ils doivent resserrer leurs règles en matière de protection des renseignements personnels. On a parlé des amendes. Donc, les amendes sont augmentées, mais il y a aussi la création, en fait, des sanctions administratives pécuniaires. Donc, ce qu'on voit dans le bas de l'encadré, c'est la création en fait, on a donné la possibilité à la Commission d'accès à l'information de délivrer des sanctions administratives pécuniaires, ce qui vient faire en sorte que, au lieu de délivrer une amende, puis de là s'enclenche justement tout le processus judiciaire, à ce moment-là, la Commission d'accès à l'information va pouvoir, quand elle constate qu'une des règles n'est pas respectée ou qu'il y a un défaut ou un manquement aux obligations, va pouvoir délivrer un avis de non-conformité, laisser un certain délai et ensuite de ça, si ce n'est pas respecté, appliquer, en fait, imposer une sanction administrative qui pourra aller pour une personne physique jusqu'à un maximum de 50 000 $ et pour une personne jusqu'à un maximum non négligeable de 10 millions de dollars ou 2 % du chiffre d'affaires de l'exercice financier mondial de l'année précédente. Donc, c'est quand même assez motivant pour mettre les choses en place. Donc, je reviens à dire que c'est un message quand même assez clair que le législateur, que le gouvernement a lancé
en ajoutant ces sanctions administratives pécuniaires et en augmentant les amendes. Ceci dit, on va passer maintenant aux choses sérieuses, donc aux nouvelles règles, à ce qui a été ajouté dans la loi et à ce qui a été modifié également. Donc, la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé était une loi qui existait déjà. Il y a des choses qui ont été ajoutées dans la loi et d'autres choses qui ont été modifiées. Donc, quant à la personne responsable de la protection des renseignements personnels, c'est une nouvelle fonction qui a été créée dans la loi. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est qu'automatiquement, la personne qui a la plus haute autorité dans une entreprise, dans une organisation privée, est automatiquement imputée de la charge, de la fonction de personne responsable de la protection des renseignements personnels. L'obligation de cette personne-là, c'est de veiller au respect de la loi et d'appliquer les règles en matière de protection des renseignements personnels. Cette personne-là demeure imputable de la protection et de toutes les incidences qui pourraient découler d'une mauvaise protection des renseignements personnels. Les titres et les coordonnées vont devoir être publiés sur le site Internet, donc ceux de la personne responsable, pour permettre au public de communiquer avec elle s'il y a des questions, des plaintes à formuler, des droits d'accès aussi à exercer, etc., etc. Donc, la personne responsable va devoir être identifiée sur le site Internet. Il y a aussi une possibilité de déléguer la fonction. Donc, déléguer la fonction de personnes responsables, si vous le souhaitez, c'est possible. Par contre, si vous souhaitez le faire, nécessairement, il faudrait choisir une personne qui est dotée de compétences et de qualités, donc ne pas improviser cette délégation-là. Donc, on cherche une personne qui est autonome et on veut aussi lui donner cette fonction autonome-là pour qu'elle puisse elle-même décider des mesures qui devraient être mises en place pour protéger au mieux les renseignements personnels. Il va devoir aussi être doté d'un esprit critique, d'une pensée stratégique, tout ça pour gérer le projet. On va en parler plus tard, mais c'est vraiment une gestion de projet à laquelle vous devez penser. Même chose pour des éléments de discrétion. Donc, quand on parle de renseignements personnels, on veut une personne qui peut faire preuve également de discrétion, qui a un souci de la préservation de la confidentialité. On veut aussi une personne qui est rigoureuse et qui a un sens de l'influence. La loi 25, les nouvelles règles vont nécessairement engendrer des changements pour les membres du personnel. D'avoir une personne qui est dotée de ce sens de l'influence-là va permettre d'appliquer, en fait, d'intégrer les règles, les nouvelles façons de faire, etc., de manière un petit peu plus fluide dans votre organisation. Quand on parle de comité, c'est facultatif pour les organisations privées, c'est seulement obligatoire au public. Donc, ce n'est pas une obligation dans le secteur privé. Par contre, ça peut être recommandé. Si, par exemple, vous avez des personnes, en fait, où justement, si le nombre de personnes dans votre équipe permet justement de créer un comité, ça peut être une belle façon justement de répartir la tâche. Avant de continuer, je ne vous l'ai pas dit au début, ceci dit, par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans la section questions et réponses ou dans la section conversation ou tout simplement lever la main. Là, on va pouvoir répondre à vos questions au fur et à mesure. Sinon, à la fin, je vais réserver une petite période là, pour répondre à vos questions si le temps nous le permet. Donc, quand on parle d'incident de confidentialité, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un nouveau processus de gestion des incidents de confidentialité. Donc, vous devez mettre en place un processus renforcé pour être en mesure de bien gérer les incidents de confidentialité si ça se produisait. Mais pour être capable de mettre en place justement un processus de gestion, vous devez savoir comment identifier qu'est-ce que c'est un incident de confidentialité. Donc, un incident de confidentialité, on pourrait résumer ce qu'est un incident de confidentialité en lisant seulement la dernière petite bulle qui dit toute autre atteinte à la protection d'un renseignement personnel. Donc, c'est assez englobant. Donc, on parle autant de l'accès, la communication ou l'utilisation non autorisée d'un renseignement personnel ou encore la perte d'un renseignement personnel, puis vient vient englober tout ça, toute autre atteinte. Donc, même si ça ne rentre pas dans la définition stricte de accès, communication et utilisation non autorisée ou encore la perte, on vient englober ça en disant que toute autre atteinte à la protection de renseignements personnels est considérée comme un incident de confidentialité.
L'obligation principale, donc même si vous n'avez subi aucun incident de confidentialité, l'obligation principale demeure en fait de tenir un registre des incidents de confidentialité. Donc, comme je vous le dis, même si vous pensez ne jamais avoir subi d'incident de confidentialité encore, c'est important de prendre un document puis de faire un registre. Si vous voulez, on a des modèles, il y a des modèles qui existent sur notre plateforme aussi. Donc, un registre d'incidents de confidentialité qui détient toutes les sections qui sont déterminées par règlement, puis que vous allez tout simplement mettre, que vous allez comme en tant que personne responsable ou la personne responsable de l'organisation va devoir gérer. On recommande que ce soit une personne qui gère le registre des incidents de confidentialité. Et pour savoir quoi mettre dans le registre des incidents, on y arrive dans quelques secondes. Pour la conservation, donc la conservation du registre, vous devez le conserver, donc conserver les informations qui sont à l'intérieur de ce registre-là pendant au moins 5 ans, à compter justement du moment où est-ce que vous avez pris connaissance de l'incident. Ensuite de ça, même s'il est vide, donc même si votre registre est vide, si la commission d'accès à l'information vous demande une copie du registre, vous allez devoir lui en fournir une. Donc, c'est important de le tenir à jour. Puis, c'est d'ailleurs pour cette raison-là, notamment pour cette raison-là, qu'on recommande que ce soit une seule personne qui tienne le registre, donc pour que ce soit tenu de manière rigoureuse. Ensuite, quand on parle de processus de gestion d'un incident, donc il y a plusieurs étapes. Donc, à partir du moment où survient un incident de confidentialité, la loi détermine maintenant, donc prévoit maintenant la façon, donc les étapes que vous devez suivre pour respecter vos obligations. Donc, pour vous assurer d'une gestion efficace et préventive aussi, donc limitant les risques et les préjudices qui pourraient découler d'un incident de confidentialité. Donc, on vient identifier maintenant dans la loi les étapes que vous devez suivre. Donc, premièrement, lorsqu'un incident qui arrive, peu importe de quelle nature, avant d'évaluer s'il s'agit d'un incident ou d'examiner en théorie de quoi il s'agit, vous allez rapidement prendre les mesures raisonnables pour diminuer tout risque. Donc, peu importe comment on définit une situation, si vous êtes en présence d'un incident, que vous présumez qu'il porte atteinte à des informations confidentielles, bien, vous allez prendre rapidement les mesures pour limiter le risque. Ensuite de ça, vous allez devoir évaluer s'il s'agit d'un incident de confidentialité, donc selon la définition qu'on a vue préalablement. La question à se poser, c'est est-ce que c'était un renseignement confidentiel? Si oui, est-ce que c'était un renseignement personnel au sens de la définition? Donc, est-ce que c'était un renseignement qui permettait d'identifier une personne physique? Puis ensuite de ça, si oui, vous l'inscrivez au registre. Ça va être au moment d'évaluer le risque de préjudice sérieux que vous allez évaluer la sensibilité du renseignement personnel dont la confidentialité a été atteinte. Puis, vous allez évaluer différents critères. Donc, pour évaluer dans le fond, la pertinence, l'importance d'évaluer le risque de préjudice sérieux, ça va être que si c'est un risque de préjudice sérieux, c'est ensuite de ça que vous allez devoir aviser. Donc, la commission d'accès à l'information et les personnes concernées. Si ça ne représente aucun risque selon votre évaluation, vous l'écrivez au registre, vous complétez votre registre, prenez des mesures pour éviter que d'autres situations, d'autres incidents du genre se répètent et c'est la fin. Si l'incident, selon vous, représente un risque de préjudice sérieux selon votre évaluation, donc l'évaluation démontre que, par exemple, il y a des probabilités élevées que le renseignement soit utilisé à des fins malveillantes, la sensibilité des renseignements était très élevée, étant donné la divulgation des renseignements, ça porte atteinte à la vie privée des gens. Les gens devraient être avisés, y compris la commission. Donc, si à ce moment-là, vous déterminez que le risque de préjudice est sérieux selon les critères établis, à ce moment-là, vous devrez aviser les personnes concernées et la commission d'accès à l'information par écrit. Le contenu des avis écrits est réglementé, donc c'est important d'avoir des avis écrits advenant que ça se produise, de prévoir des avis écrits qui contiennent
l'ensemble des éléments que vous devez informer tant les personnes concernées que la commission d'accès à l'information. Pour aviser la commission d'accès à l'information, il y a le formulaire sur leur site Internet. Et pour la personne concernée, si vous le voulez, on a des modèles d'avis qui contiennent les éléments prévus au règlement sur notre site Web. Ceci est un outil également qu'on a mis au point pour vous permettre d'imprimer, d'afficher à votre mur si vous souhaitez justement savoir quoi faire du début à la fin d'un incident de confidentialité, donc de manière schématisée. Ça peut être une belle façon aussi de pouvoir le prendre dans vos mains et déterminer, excusez-moi, ça a changé, donc de déterminer qu'est-ce que je dois faire du début à la fin, c'est quoi les étapes à suivre. Donc, dans une page que vous pourriez afficher sur le babillard, par exemple. Donc, c'est un autre outil qui est disponible. Ceci dit, c'est la fin des règles en matière de gestion des incidents de confidentialité. Il y a d'autres petits éléments. Donc, c'est sûr qu'on a 1 heure devant nous. Je ne suis pas en mesure de vous dire les exceptions des exceptions. Ceci dit, ça fait un beau portrait là, de comment vous devez gérer un incident de confidentialité si ça se produit dans votre organisation. Une nouvelle disposition qui a été ajoutée dans la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé également, c'est l'interdiction pour l'employeur d'exercer des représailles à l'égard des employés qui porteraient plainte contre l'employeur, par exemple, s'il manque à ses obligations en matière de protection des renseignements personnels ou s'il participe lui-même à une enquête, donc de la Commission d'accès à l'information. Donc, c'est maintenant stipulé à la loi précisément que l'employeur ne peut pas exercer de représailles à l'égard de son employé pour ces raisons-là. Donc, puis on détaille également dans la disposition légale, donc c'est quoi qui est présumé comme étant des représailles. Donc, on nomme que c'est tout ce qui est rétrogradation, suspension, congédiement, déplacement ou toute autre mesure disciplinaire. Donc, on ne peut pas discipliner ou imposer quelconque représailles envers un employé qui déposerait une plainte ou qui effectuerait ou qui participerait à une enquête. Il y a des nouvelles aussi obligations pour les personnes qui utilisent des données biométriques ou qui consignent des données biométriques dans une banque de données biométriques. Donc, si vous utilisez, par exemple, des accès avec la rétine de l'œil ou l'empreinte digitale ou si vous avez des registres de renseignements biométriques, donc tout ce qui est, il y a plusieurs exemples de renseignements biométriques. Si vous en utilisez à ce moment-là, c'est obligatoire maintenant de divulguer préalablement, donc au moins 60 jours avant la mise en service d'une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques à la Commission d'accès à l'information et d'aviser aussi la Commission préalablement à toute utilisation de techniques qui permettent de vérifier ou de confirmer l'identité d'une personne par un moyen, justement par une technique qui permet de confirmer par un moyen pour obtenir justement, des données biométriques. Donc, ça, c'est pas dans la loi sur la protection des renseignements personnels comme telle, mais c'est dans la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, dont les articles 44 et 45 ont été aussi modifiés. Donc, c'est important de le savoir si vous utilisez ce genre de technique-là. Maintenant, donc, tout ce qui est politique, qui est encore la gouvernance, ça fait partie d'une grosse modification qui est arrivée dernièrement, donc en 2023. Les organisations ont maintenant l'obligation de mettre en place des politiques, donc des politiques de gestion en matière de protection des renseignements personnels. Il n'y a pas de limite au sujet que vous pouvez traiter par voie de renseignement de politique. Il n'y a pas de sujet limite. Par contre, la loi prévoit 3 sujets principaux. Donc, conservation d'instructions, rôle et responsabilités des membres du personnel tout au long du cycle de vie et aussi le processus de traitement des plaintes. Dans tous les cas, quand vous allez rédiger les politiques et pratiques, vous allez devoir vérifier qu'ils soient proportionnés. Donc, si vous avez beaucoup de renseignements personnels sensibles, exemple médical, biométrique, financier, nécessairement, les politiques devront être un petit peu plus nombreuses, un petit peu plus renforcées. Donc, le processus de gestion devrait être un petit peu plus encadrant que dans une situation où est-ce qu'on ne recueille
que, par exemple, le nom ou l'adresse. Ceci dit, ça dépend toujours du contexte. Donc, si vous offrez des services, par exemple, où la simple divulgation du nom de votre client deviendrait une atteinte à sa vie privée, à ce moment-là, ça pourrait aussi être l'objet. En fait, ça pourrait aussi vous justifier de mettre en place le plus de politiques pratiques qui viennent protéger les renseignements personnels à ce niveau-là. Les politiques, les pratiques, tout ça doit être aussi approuvé par la personne responsable de la protection des renseignements personnels et dans tous les cas rédigé en termes simples et clairs. Donc, il y a souvent des politiques ou même des pratiques, des contrats, tout ça qui sont en matière de, peu importe la matière, donc qui sont rédigés des fois avec des termes qu'on ne comprend pas toujours. Donc, c'est important pour les politiques en matière de protection des renseignements personnels qu'elles soient rédigées en termes simples et clairs pour que tous puissent bien les comprendre. Au privé, sur le site Internet, il va devoir y avoir des informations détaillées sur les mesures qui sont mises en place par l'organisation pour protéger les renseignements personnels que vous traitez. Au public, c'est les politiques comme telles qui doivent être publiées. La politique de confidentialité, donc on entend parler de la politique de confidentialité. Après la politique de confidentialité, je vais prendre un petit 2 minutes pour lire les questions et essayer d'en répondre à quelques-unes. Donc, la politique de confidentialité, c'est différent. Donc, c'est vraiment une politique qui s'adresse aux gens sur votre site Internet, donc doit être publiée sur le site Internet et doit être élaborée seulement si vous recueillez des renseignements personnels par des moyens technologiques. Donc, dans la majorité des cas aujourd'hui, c'est le cas. Donc, la majorité des sites Internet devraient comporter des politiques de confidentialité qui viennent informer les gens de qui vous recueillez des renseignements personnels par des moyens technologiques, des mesures de protection que vous mettez en place pour protéger leurs renseignements personnels. Donc, c'est vraiment une politique qui est différente des politiques sur la gouvernance. Donc, politique qui encadre la gouvernance, c'est des politiques internes qui énoncent à vos employés comment agir dans certaines circonstances, quelles pratiques, quelles procédures mettre en place pour la protection des renseignements personnels, tandis que la politique de confidentialité, c'est une politique d'information publiée sur votre site Internet qui vient informer les gens de qui vous recueillez des renseignements personnels par des moyens technologiques. Pour savoir si un résumé de la fin du webinaire, malheureusement, je ne crois pas. Je vous reviendrai par rapport à ça si c'est possible. Là, je suis en train de lire les questions. Je vais prendre un petit 2 minutes pour ça. En fait, pour les fiches d'employés, les fiches d'intervention, on note les noms et les adresses des personnes ainsi que l'essentiel de la conversation que nous avons eue avec eux. Selon moi, l'indice de protection est faible. Est-ce que je me trompe? Je comprends que nous sommes quand même dans l'obligation de faire la procédure. Également, je comprends que puisque nous sommes 3 employés, pas besoin de comité. En fait, les OBNL sont régis par la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, il n'y a pas d'obligation de créer un comité. Par contre, pour votre question sur les fiches d'intervention, le nom et les adresses, peut-être juste me mettre en contexte pour que je puisse bien répondre à votre question, s'il vous plaît. Pour évaluer le risque des préjudices, des indicateurs disponibles selon les critères établis. En fait, les critères sont établis par la loi, donc il y en a 3 principaux. Pour évaluer le risque de préjudice sérieux, généralement, vous allez être en mesure de le faire. Donc, généralement déterminer est-ce qu'il y a des risques. Donc, les 3 critères, c'est les conséquences appréhendées, la sensibilité des renseignements personnels atteint et la probabilité que les renseignements personnels soient utilisés à des fins malveillantes. Plus les critères sont remplis, plus le risque de préjudice est sérieux. Donc, vous allez devoir évaluer est-ce qu'il y a vraiment des conséquences sur les personnes. Exemple, c'est une liste de numéros de carte de crédit, ça ne devrait pas exister, là, mais une liste de numéros de carte de crédit qui m'a été volée, nécessairement, les personnes doivent être avisées, il y a des mesures qui devraient être prises, etc., etc. Ça va être à vous de déterminer. C'est sûr que vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel là, pour évaluer le risque de préjudice sérieux si ça se produit et que vous ne vous sentez pas en mesure de le faire vous-même, mais c'est les critères qui sont établis par la loi. Pour savoir s'il y a un modèle, donc un processus qui vous permet d'évaluer les risques de préjudice, effectivement, on a un modèle de procédure à suivre sur notre site web.
Si nous ne respectons pas les 60 jours avant la mise en service, pourrions-nous avoir une amende? Bien, nécessairement, dans le sens où c'est une règle de la loi. Donc, ces règles-là sont entrées en vigueur en 2022. Nécessairement, si, dans tous les cas, je ne suis pas la commission d'accès à l'information, mais dans tous les cas, s'il y a un manquement à la loi, techniquement, il y a une possibilité d'avoir une amende. Mais je ne sais pas exactement dans quelles circonstances la commission fait le choix d'imposer une amende dans un cas où il n'y aurait pas eu la divulgation à la commission dans les délais. Est-ce que la politique de gouvernance doit être publiée sur le site Web? Au privé, en fait, ou dans le secteur privé, il n'y a pas d'obligation de publier la politique de gouvernance. Par contre, ce qui est écrit, c'est qu'il y a des informations détaillées qui doivent être publiées sur le site Web. Ce qui est possible de faire, c'est d'utiliser, dans un cas où est-ce que vous êtes une entreprise qui utilise des renseignements qui collecte des renseignements personnels par un moyen technologique, ce serait possible d'insérer ces informations détaillées-là dans votre politique de confidentialité comme telle. Donc, d'informer les gens en général de ce que vous faites dans l'organisation pour protéger les renseignements personnels. Comment, justement, on est certain que ce sont des renseignements personnels? Pour certains, un nom de client est un renseignement personnel, mais pour d'autres, moins. Où pouvons-nous savoir si ce sont des renseignements personnels? Et où pouvons-nous trouver les délais de conservation de chaque renseignement personnel? Exemple, CV, numéro bancaire, courriel, etc. Et si ces renseignements personnels sont recueillis pour un événement ou pour la comptabilité, la conservation est-elle différente? Donc, premièrement, je vais commencer par la fin de votre question. Donc, pour la conservation, il fait partie, ça devrait faire partie, en fait, de votre gestion de projet, d'avoir un calendrier de conservation. On va en parler dans quelques minutes de la destruction, de la conservation-destruction. Donc, pour savoir à quel moment détruire un renseignement personnel, vous devriez avoir en place un calendrier de conservation qui est personnalisé à votre entreprise. Donc, selon votre secteur d'activité. Donc, vous pouvez faire affaire, par exemple, avec un archiviste, donc quelqu'un qui est spécialisé en gestion documentaire pour vous former un bon calendrier de conservation sur lequel vous allez pouvoir vous baser pour les délais de conservation. Donc, la règle, on va y revenir de manière un petit peu plus précise dans quelques minutes, mais la règle en matière de conservation d'instruction, c'est que les renseignements personnels doivent être détruits dès que la fin pour laquelle ils ont été collectés est atteinte. Ça, c'est sous réserve des différents délais qui sont prévus par différentes lois et règlements. Donc, pour savoir exactement dans quel délai je dois détruire les différents documents sur lesquels se retrouvent des renseignements personnels, bien, un bon calendrier de conservation pourrait vous permettre de le faire. Maintenant, pour déterminer s'il s'agit de renseignements personnels, c'est sûr que il peut y avoir des débats, là. Mais on peut prendre pour acquis que tout renseignement est un renseignement personnel. Dans le cadre du travail, donc tout renseignement est un renseignement personnel, mais nécessairement, il y a des exceptions. Donc, les exceptions, ça peut être, par exemple, les renseignements qui ont un caractère public. Donc, les renseignements qui sont, par exemple, appelés à être publiés sur le registre foncier, le registre des entreprises, etc. Les renseignements aussi qu'on utilise pour les fins du travail, donc les renseignements professionnels, c'est aussi une exception au renseignement personnel, donc au caractère confidentiel d'un renseignement personnel. À savoir si le nom, l'adresse, etc., bien, ça va être vraiment le degré de sensibilité qui va varier. Dans le milieu du travail, l'expectative de vie privée est un petit peu plus réduite. Donc, mon nom, quand je travaille chez Alliance Ressources Humaines, oui, c'est mon renseignement personnel. Par contre, dans le cadre du travail, j'accepte qu'il soit moins confidentiel que dans ma vie privée. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Les usagers communiquent avec nous, je vais finir avec cette question-là. Donc, les usagers communiquent avec nous pour des questions en droit du logement. Donc, on note les informations en lien avec leurs problématiques, leur nom, leur adresse, le nom de leur propriétaire. Nous n'avons pas de renseignements personnels comme la date de naissance, le numéro d'assurance sociale. D'accord. Donc, peut-être juste préciser votre question par rapport à ça. Ce que je comprends, c'est vous vouliez peut-être déterminer est-ce que ce sont des renseignements personnels. Bien, nécessairement, je pense qu'il y aurait peut-être une incidence si ces renseignements-là étaient divulgués. Je ne sais pas exactement quel est votre secteur d'activité, mais il faudrait voir aussi est-ce qu'il y a un secret professionnel qui vient avec ça.
Donc, déterminer également, déterminer quel est le niveau de confidentialité que vous devez appliquer sur les renseignements personnels que vous gérez. Mais je pense effectivement que même s'il n'y a pas de date de naissance, numéro d'assurance sociale qui est collecté, ce serait pertinent quand même d'appliquer une certaine protection. Notamment parce que si ces renseignements-là sont divulgués, ben, ça va probablement atteindre la vie privée de la personne qui vous les a communiqués. Donc, je vais continuer. Je vais faire un petit retour vers la fin de la présentation pour voir s'il n'y a pas de nouvelles questions, mais je vous encourage, là, si vous avez des questions, à soit lever la main ou écrire dans le Q&A. Donc, la politique de confidentialité, on en a parlé. Maintenant, la collecte des renseignements personnels, il y a des éléments nouveaux par rapport à comment collecter, les informations aussi à transmettre préalablement à la collecte. Donc, la collecte, c'est une étape en soi à laquelle vous allez devoir porter une attention particulière parce qu'il y a différentes règles aussi qui ont été ajoutées. Au public, il y avait déjà des règles en matière de collecte des renseignements personnels, mais ils ont été renforcées. Il y a des choses qui ont été modifiées. Au privé, c'est vraiment toute la réflexion au niveau de la collecte qui doit être réfléchie, repensée, modifiée. Donc, au privé, on collectait souvent des renseignements personnels au cas où que ce soit pertinent, au cas où qu'on en ait besoin. Donc, maintenant, avant de collecter quelques renseignements personnels que ce soit, vous devriez réfléchir à quels sont les objectifs que je cherche à atteindre en collectant les renseignements personnels. Après avoir fait cette réflexion-là, nécessairement, vous allez devoir les lister. Donc, déterminer c'est quoi les fins que je recherche en collectant le nom, l'adresse, la date de naissance, etc., etc. Le but de déterminer les fins qui sont recherchées, c'est l'obligation corollaire de ça qui est de ne recueillir que les renseignements personnels qui sont nécessaires aux fins déterminées. Donc, en déterminant quels sont les objectifs visés, vous allez être en mesure ensuite de ne recueillir que les renseignements personnels qui sont nécessaires. Donc, en faisant votre réflexion, vous allez devoir vous poser cette question-là. Donc, quels sont les renseignements personnels qui sont nécessaires à la fin qu'on recherche à atteindre? Donc, c'est quoi notre objectif? Mais le but de déterminer ces fins-là, donc quels sont les objectifs, c'est que vous allez devoir informer les personnes de qui vous souhaitez obtenir les renseignements personnels avant de les obtenir. Donc, les informations, maintenant, il y a un devoir d'information obligatoire. Donc, avant de procéder à la collecte de renseignements personnels sur une personne, vous allez devoir l'informer minimalement de quatre points. Donc, les fins visées, donc vous allez devoir les avoir déterminées au départ. Donc, des fins visées, des moyens de collecte utilisés, aussi de ses droits d'accès et de rectification et de son droit de retirer son consentement. Donc, des moyens de collecte utilisés, par exemple, ça peut être par un moyen technologique, par des formulaires informatisés, par un formulaire papier. Donc, si la personne doit être informée de ça, vous devrez l'informer également. Les droits d'accès et de rectification, puis aussi le droit de retirer son consentement à la conservation, la communication ou l'utilisation. Ça, c'est sous réserve, exemple, des délais minimaux qui sont requis par la loi. Ensuite de ça, si ça s'applique, vous devrez aussi informer la personne du nom du tiers pour qui vous effectuez la collecte de ces renseignements personnels. Donc, ça peut être le cas, par exemple, si vous effectuez, comme dans notre cas, du recrutement. Donc, du recrutement pour des parties tierces. À ce moment-là, vous devriez informer la personne pour qui vous collectez. Ensuite de ça, du nom des tiers ou des catégories de tiers à qui vous allez devoir communiquer les renseignements personnels. Et finalement, s'il y a une possibilité que les renseignements personnels soient communiqués à l'extérieur du Québec, ça va être une information également à transmettre. C'est le cas particulièrement, exemple, vous allez devoir, pour cette dernière information, faire le tour de vos systèmes informatiques, par exemple. Donc, c'est une question aussi à vous poser. En utilisant, par exemple, un système informatique X ou un système de conservation info-nuagique, par exemple, est-ce que mes renseignements personnels sont communiqués à l'extérieur du Québec? Si oui, avant de collecter les renseignements personnels d'une personne qui sont appelés, donc que les renseignements personnels sont appelés à être informatisés de cette façon-là, donc transmis à l'extérieur du Québec, ça va être une information que vous allez devoir aussi leur communiquer.
Il y a aussi des informations à transmettre sur demande. Donc, si la personne vous le demande, vous allez devoir l'informer des renseignements personnels qui ont été recueillis auprès d'elle, des catégories de personnes qui ont accès à ces renseignements personnels au sein de l'organisation. Pas de chaque personne en particulier, mais vraiment des catégories de personnes qui ont accès. De la durée de conservation des renseignements personnels et des coordonnées du responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, notamment, là, si par exemple, vous n'avez pas de site web, que votre nom n'est pas nécessairement affiché sur le web, vous pourriez avoir à transmettre ces renseignements-là. Même si c'est affiché sur le site web, quelqu'un vous demande les coordonnées de la personne responsable des renseignements personnels, je vous invite fortement à leur transmettre. Dans tous les cas, laissez des traces, conservez des preuves. Ça va être votre fardeau à titre d'entrepreneur, de gestionnaire d'entreprise, de personne responsable, de prouver que vous avez transmis ces renseignements-là avant de procéder à la collecte. Le but de transmettre ces renseignements-là, c'est d'obtenir un consentement valide. Donc, on collecte des renseignements personnels. Nécessairement, c'est soit pour les utiliser, les conserver, les communiquer. Donc, vous voulez en faire un usage et pour pouvoir faire l'usage que vous souhaitez effectuer, bien, nécessairement, vous allez devoir obtenir le consentement de la personne. À toutes les fois où le consentement est requis, vous devez vous assurer qu'il est manifeste, libre, éclairé, spécifique. Ça veut dire qu'il est donné, donc de manière exprimée. Donc, oui, je manifeste mon consentement. Libre, donc sans menace. Éclairé en ayant obtenu toutes les informations requises. Spécifique, donc pour un objet spécifique. Exemple, je souhaite collecter vos renseignements personnels pour les utiliser, pour vous identifier. Bien, vous m'avez donné votre consentement spécifique pour cette fin-là. Et express, c'est dans le cas d'un renseignement personnel sensible. Quand c'est un renseignement personnel sensible, le consentement doit être express, c'est-à-dire non équivoque. Dans tous les cas, si c'est un renseignement personnel sensible, je vous encourage fortement d'avoir obtenu le consentement écrit ou d'avoir laissé une trace de l'obtention du consentement. Quand on a besoin d'obtenir le consentement, donc il peut être donné verbalement ou par écrit, et si vous effectuez une demande de consentement distincte, assurez-vous qu'elle soit présentée de manière justement séparée de toute autre information, pas qu'elle se noie dans un document qui contient d'autres informations. Donc, le but de transmettre toutes ces informations-là préalablement à la collecte. Donc, si on regarde la première section, donc informations obligatoires, ces informations, vous devez les transmettre avant de procéder à la collecte. Et l'objectif de transmettre ces renseignements-là avant de la collecte, c'est d'informer les gens pour qu'ils puissent, de manière libre et éclairée, vous transmettre leurs renseignements personnels et que vous puissiez, de par le fait qu'ils ont accepté de vous fournir leurs renseignements personnels après avoir été dûment informés, bon, ben, vous pouvez à ce moment-là conclure qu'ils consentent aussi à ce que vous utilisiez leurs renseignements personnels aux fins que vous avez déterminées. Donc, le but de transmettre ces informations-là, c'est vraiment d'obtenir un consentement valide. Si vous n'êtes pas en mesure de prouver, en fait, que vous avez transmis ces informations-là avant de procéder à la collecte et que la personne n'y a pas consenti non plus après, bon, bien, à ce moment-là, vous n'êtes pas en mesure de prouver que vous avez le consentement valide pour utiliser, communiquer ou même conserver les renseignements personnels d'une personne. Il y a des nouvelles règles aussi en matière de communication des renseignements personnels. Pour être en droit de communiquer des renseignements personnels, le principe, c'est que ça prend un consentement. Pour toute communication, utilisation, conservation, ça prend un consentement. Par contre, il y a des situations qui vous permettent de communiquer des renseignements personnels sans consentement. Il y a une liste qui est prévue à la loi de personnes à qui vous pouvez communiquer sans le consentement, exemple la police, votre avocat, etc. Mais il y a 3 situations dans lesquelles le processus de communication sans consentement est changé. Donc, c'est dans le cas, par exemple, où vous avez à communiquer des renseignements personnels lorsque la communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou l'exécution d'un contrat. Exemple, si vous mandatez Alliance Ressources humaines
on va devoir, nos contrats prévoient que nos clients peuvent nous transmettre des renseignements personnels et quelles sont les mesures qu'on prend pour protéger leurs renseignements, etc., etc. Il y a 6 nouvelles informations qui doivent être contenues dans les contrats de personnes à qui vous souhaitez communiquer les renseignements personnels d'autrui sans consentement pour l'exécution d'un contrat ou l'exécution d'un contrat ou l'exercice d'un mandat. Donc, assurez-vous que quand, exemple, vous mandatez soit un professionnel ou un sous-traitant ou n'importe qui à qui vous devez communiquer des renseignements personnels sans consentement, d'avoir un contrat écrit qui prévoit spécifiquement les différents points prévus maintenant par la loi. Il y a aussi lorsque la communication est nécessaire aux fins de la conclusion d'une transaction commerciale. Donc, il y a déjà souvent des processus mis en place dans les entreprises là, pour les transactions commerciales. Ceci dit, il y a des nouvelles clauses que devra comporter l'entente préalable pour la protection des renseignements personnels s'il y a lieu. Même chose pour si vous souhaitez communiquer des renseignements personnels à des fins à quelqu'un d'autre pour qu'il effectue une étude, une recherche ou qu'il produise des statistiques. À ce moment-là, ce sera nécessaire notamment d'effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Et il y a plusieurs autres éléments là, qui doivent être remplis. Il faut que l'entente soit conclure une entente préalable et la transmettre à la commission d'accès à l'information. Donc, c'est important, si vous vous retrouvez dans un de ces 3 nouveaux scénarios, de vous informer davantage sur quelles sont vos obligations, vos nouvelles obligations pour vous assurer justement de les respecter. Même chose pour l'utilisation. Donc, en principe, la règle, c'est que les renseignements personnels ne puissent être utilisés qu'avec le consentement. Il y a des nouvelles situations qui permettent de communiquer, pas de communiquer, mais d'utiliser un renseignement personnel sans avoir obtenu le consentement. Et c'est en fait dans tous les cas où vous souhaitez utiliser un renseignement personnel sans consentement, ça va être nécessaire de vérifier que vous rentrez dans une ou dans l'autre de ces conditions. Je vous en ai glissé un mot. Il y a des nouvelles situations qui obligent d'effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant les actions. Donc, exemple, si vous voulez mettre en place, développer ou faire une refonte de tout système d'information ou de prestations électroniques de services qui implique des renseignements personnels, ça va être nécessaire d'effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, en résumé, c'est vraiment un examen de tous les impacts négatifs, positifs que pourrait avoir un projet ou une action sur la protection de la vie privée. Donc, il y a la Commission d'accès à l'information qui a mis en place, il y a plusieurs années, un guide un guide d'utilisateur pour permettre d'effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Tout dépendamment des projets ou des actions ou du type de renseignement personnel que vous détenez, ça pourrait être judicieux de vous faire accompagner au moins pour la première fois. Puis, si vous souhaitez aussi avoir un modèle de rapport, on en a un également sur notre site Web. La même chose aussi avant de communiquer un renseignement personnel à l'extérieur du Québec. Donc, on en a glissé un mot tout à l'heure. Si vous déterminez que vos systèmes, par exemple, en utilisant vos systèmes informatiques ou de conservation infonuagique, aussi, vous faites affaire avec des entreprises ou des personnes à l'extérieur du Québec. Puis là, on parle de l'extérieur du Québec, pas nécessairement à l'extérieur du Canada, donc même vers une autre province. Donc, exemple, que vos données sont transmises en Ontario pour une sauvegarde, c'est considéré comme une communication à l'extérieur du Québec. Ce n'est pas interdit de le faire. Ceci dit, maintenant, avant de le faire, vous devez effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Donc, c'est une autre circonstance dans laquelle vous devez effectuer cette évaluation-là. Et aussi, donc, on l'a dit tout à l'heure, préalablement à la communication sans consentement des fins d'études, de recherche ou de production de statistiques. Donc, au privé, c'est les 3 nouvelles situations qui nécessitent d'effectuer cette évaluation. Au public, il y en a davantage. Donc, il y a 3 ou 4 autres situations qui nécessitent d'effectuer cette évaluation. Si vous offrez des produits ou des services technologiques, il est maintenant écrit dans la loi que c'est obligatoire de vous assurer d'offrir ce service ou ce produit avec les paramètres paramétrés au plus haut niveau de confidentialité sans qu'une intervention de la part de la personne soit requise.
ça ne s'applique pas aux témoins de connexion, là, aux cookies sur, par exemple, vos sites Internet. Les droits de la personne concernée, j'y vais rapidement. Les droits existaient déjà, donc le droit d'accès de rectification existait déjà dans la loi. Il y a certaines choses qui changent, donc je vais viser principalement les changements pour avoir le temps également de répondre aux questions. Donc, ce qui vient changer, donc droit d'accès au privé, ça existe également. Donc, la personne peut vous demander de confirmer l'existence d'un renseignement personnel et de lui délivrer une copie. Donc, une copie de son renseignement personnel. Si c'est informatisé, vous devrez lui transmettre une copie dans un format écrit et intelligible. C'est à partir de 2024, quand on parle de droit à la portabilité. Donc, vous allez devoir, pour un renseignement personnel informatisé, transmettre la copie dans un format technologique structuré et couramment utilisé. Ce que ça veut dire en français, c'est que la personne vous devrez vous assurer que la personne puisse prendre connaissance de la copie de son renseignement personnel assez facilement. Donc, pas dans un format technologique qui nécessite l'achat de matériel X ou un traducteur de données technologiques, ou etc. Donc, si par exemple, vous utilisez un format qui peut être consulté seulement sur Mac, il ne faut pas que la personne soit obligée de se procurer un Mac pour exercer son droit d'accès. Donc, vous devrez vous assurer de lui transmettre son renseignement personnel dans un format technologique structuré et couramment utilisé à partir de 2024. Le droit à la rectification existait déjà, donc c'est le droit de demander la rectification d'un renseignement personnel qui serait inexact, équivoque ou incomplet, ou encore de demander de supprimer tout renseignement qui aurait été collecté, communiqué ou utilisé sans autorisation. Vous devez, si vous recevez une demande d'accès de rectification, y répondre dans un délai de 30 jours et faire en sorte aussi que l'accès soit gratuit. Si vous subissez des coûts en lien avec l'exercice de ces droits-là, vous pouvez les charger, mais assurez-vous d'avoir informé la personne au préalable. Il y a le nouveau droit aussi à la désindexation. Donc, le nouveau droit à la désindexation, c'est le droit de la personne ou le droit à l'oubli qu'on l'appelle aussi. Donc, le droit de la personne de demander que cesse la diffusion de ses renseignements personnels ou que l'hyperlien, exemple dans Google, quand on clique Marie-Ève Galipeau, donc de demander que les hyperliens qui permettent d'accéder à mes renseignements personnels soient désindexés ou réindexés dans certains cas. Donc, ça doit répondre à des conditions assez spécifiques, comme par exemple la contravention à une loi, une ordonnance judiciaire ou si ça me cause un préjudice grave à ma réputation ou à ma vie privée. Il y a aussi la nouvelle possibilité pour le conjoint ou un proche parent de demander l'accès aux renseignements personnels du défunt si cet accès-là est susceptible d'aider la personne qui demande l'accès à faciliter son deuil. Donc, c'est une évaluation qui doit être effectuée par la personne responsable de la protection des renseignements personnels. Faites attention si le refus a été consigné par écrit. Puis, s'il s'agit du liquidateur, du successible, d'un héritier ou d'un bénéficiaire de la succession ou de l'assurance, à ce moment-là, il y a des précautions à prendre. Il faut vraiment que l'accès soit autorisé en vue de faciliter le deuil et non dans un objectif, par exemple, de règlement de succession, etc. Si vous avez un système de traitement automatisé, donc qui traite les renseignements personnels afin d'en rendre une décision, donc de rendre une décision, il y a des droits supplémentaires à la personne qui fait l'objet de la décision. Donc, vous allez devoir informer la personne qui est l'objet de cette décision-là à l'effet que ces renseignements personnels ont été utilisés par un traitement automatisé afin de rendre la décision. Puis ensuite de ça, cette personne-là va pouvoir, vous allez devoir vous assurer que la personne puisse verbaliser ses observations, son opinion, puis aussi demander la révision de cette décision-là. Donc, si c'est quelque chose à laquelle vous utilisez, sachez que c'est une nouvelle obligation que vous avez. On en a parlé un petit peu tantôt de la destruction. Donc, la destruction faisait déjà partie de la loi, donc l'obligation de détruire dès que la fin pour laquelle les renseignements personnels ont été recueillis, donc de les détruire.
Et puis, ce qui est sous réserve d'un délai qui est de conservation plus long, là, qui est prévu par une loi ou un règlement. Puis la nouveauté dans la destruction, c'est la possibilité d'anonymiser les renseignements personnels au lieu de les détruire complètement. Donc, l'anonymisation, ce n'est pas une simple dépersonnalisation, c'est vraiment la suppression totale, complète, définitive, irréversible dans vos systèmes du lien entre les renseignements et l'identité de la personne. Donc, ça ne doit plus être possible de faire un lien entre la personne elle-même et ses renseignements personnels. Il y a des façons de faire, d'anonymiser, ça ne doit pas s'improviser. Donc, ça doit vraiment remplacer la destruction. Puis je vous le répète, ce n'est pas une simple dépersonnalisation. Là, quand on exemple qu'on retire de manière temporaire. Donc, l'anonymisation, il y a des façons de faire, des procédures à suivre, des pratiques aussi. Ça doit être aussi motivé par des fins sérieuses et légitimes. Donc, si vous souhaitez utiliser l'anonymisation, faites juste vous assurer de respecter vos obligations pour le faire. Je vous l'ai dit tantôt, la loi 25 doit vraiment être considérée comme une gestion de projet. Donc, faites votre gestion de projet, ça nécessite un plan. Donc, dépendamment quel est votre type d'entreprise, l'étendue des renseignements personnels que vous détenez, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc, identifiez quels sont les renseignements personnels que vous détenez. Ça devrait faire partie de votre gestion de projet. Donc, faites votre inventaire, on l'appelle aussi cartographie en matière plus technologique, puis faites aussi votre tracé du cycle de vie. Donc, mettez en place un registre de traitement, identifiez puis énumérez les mesures à mettre en place, élaborez un plan d'action, un échéancier. Soyez réaliste aussi dans vos délais. Donc, c'était pas la loi 25, c'est quelque chose qui doit se faire en continu, mais la protection des renseignements personnels, c'est quelque chose aussi qui ça n'a pas un début puis une fin. Donc, c'est vraiment pour la suite, pour toute l'existence de votre entreprise si vous gérez des renseignements personnels. Donc, à partir du moment où justement vous mettez en place un projet comme ça, bien, équipez-vous aussi de personnes qui vont être disponibles pour vous aider, tant dans l'organisation que si vous faites affaire avec des partenaires. Choisissez aussi votre partenaire de manière éclairée. Donc, faites rencontrer des gens, choisissez-le avec soin. C'est important. Ces temps-ci, il y a beaucoup de personnes qui offrent différents services en matière de loi 25. C'est un sujet d'actualité. Faites juste attention de choisir la bonne personne pour vous. Allez-y aussi une étape à la fois. Donc, oui, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de règles, beaucoup de changements. Dans une gestion de projet comme ça, on peut voir ça un petit peu plus, on voit ça un petit peu plus de manière globale. On décortique, on prend une étape à la fois, puis on met en place avec un plan d'action puis un échéancier réaliste. Effectivement, donc chez Alliance Ressources Humaines, on peut évidemment vous aider. Donc, on a mis en ligne plusieurs outils. Loi 25, il y a des outils aussi qui sont gratuits. Donc, allez les chercher, utilisez-les. Il y en a aussi qui sont payants, mais à faible coût. Donc, puis il y a aussi des capsules d'information. Donc, qui peut vous permettre aussi d'aller un petit peu plus en détail dans les différents sujets qu'on a vus aujourd'hui. Donc, vous pouvez tout simplement aller sur notre site web pour vous informer davantage à ce sujet. Puis, si vous avez besoin d'accompagnement supplémentaire, on peut vous aider également. Donc, je vais passer un petit peu les petites dernières questions que je vois dans les prochaines minutes. Est-ce qu'une adresse courriel correspond à un renseignement personnel? J'aime beaucoup cette question. En fait, toujours pour déterminer si un renseignement devrait être jugé d'un renseignement personnel, on se pose la question. Donc, est-ce qu'on considère que ça permet d'identifier une personne ou de confirmer son identité? Désolée, merci. Donc, si oui, c'est un renseignement personnel. Maintenant, c'est le degré de sensibilité qui va être appelé à augmenter ou diminuer. Donc, j'ai entendu récemment, puis je le donne aussi, je le partage cet exemple-là. Donc, l'histoire d'Ashley Madison. Donc, c'est un site Internet qui permet aux personnes de s'inscrire pour entretenir des relations extra-conjugales. Ce qui est arrivé chez Ashley Madison, c'est simplement la divulgation de leur liste d'adresses courriels. Donc, la liste de leurs clients. Tout ce qu'on voyait, c'est les adresses courriels. Généralement, une adresse courriel, on le donne dans les magasins de vêtements, etc., etc. Donc, on ne le protège pas vraiment. Par contre,
Si dans une situation comme ça, on donne notre adresse courriel, ben c'est une atteinte à ma vie privée. Si moi, je me suis inscrite là, puis qu'on me permet que mon courriel, c'est MEGalipo 88, je dis n'importe quoi, mais si c'est ça, ça permet de m'identifier et de nécessairement atteindre à ma vie privée. Donc, oui, le courriel est un renseignement personnel. C'est la sensibilité du renseignement qui va être appelé à être plus élevé ou modéré ou élevé, tout dépendamment des circonstances dans lesquelles il est utilisé. Est-ce que les informations à transmettre peuvent faire partie de la politique de confidentialité, gestion de renseignements mise sur notre site Web ou doit-on les donner à chaque consultation à l'aide d'un formulaire de consentement, par exemple? C'est une bonne question. En fait, ça va dépendre de votre type de votre fonctionnement. Exemple, si vous êtes une entreprise qui transactionnelle, donc qui fait des opérations transactionnelles sur votre site Web, il y a des processus qui peuvent être mis en place, par exemple, avec des moyens technologiques pour forcer les gens à aller lire, par exemple, oui, une section de votre politique de confidentialité qui permet justement de démontrer par la suite que la personne, pour acheter des billets, doit avoir lu cette portion-là. Donc, oui, ça peut être fait comme ça. Par contre, si vous fonctionnez seulement en personne, au téléphone, ou si, par exemple, d'une autre façon, ça ne sera pas suffisant, à mon avis. Pour vraiment, c'est votre fardeau, c'est votre charge de transmettre ces informations-là sans qu'on vous les demande avant de procéder à la collecte. Donc, tout dépendamment de votre fonctionnement, c'est ça la réponse, ça dépend de votre fonctionnement. Si c'est possible pour vous de forcer les gens, quand ils sont sur votre site Web, à aller lire votre politique de confidentialité avant de vous transmettre leurs renseignements personnels, ça pourrait être une façon de le faire. Encore quelques questions. Je prends encore quelques minutes de votre temps. À chaque collecte, donc, dès que je crée un formulaire pour récolter un renseignement personnel, je dois leur indiquer cette information obligatoire ou si je peux les informer autrement. En fait, les formulaires écrits, c'est une belle façon de transmettre les informations obligatoires et d'avoir une trace. Exemple, les fiches d'employés, on peut faire un dans-dos, donc lister les sets d'informations obligatoires. Mais la façon, en fait, j'ai envie de dire, la façon de le faire, il n'y a pas de façon unique. Ça dépend vraiment de votre fonctionnement et d'y arriver le plus simplement possible. Donc, c'est quoi la façon la plus simple par laquelle je peux m'assurer que l'autre personne, donc la personne de qui je veux obtenir les renseignements, a reçu des informations? Oui, ça nécessite une réflexion nécessairement, puis ça va falloir aussi que vous fassiez l'inventaire des points d'entrée. Donc, par quelle porte entrent les renseignements personnels? Est-ce que c'est par votre site Web? Est-ce qu'il y en a qui rentrent aussi par courriel? Est-ce qu'il y en a qui rentrent par la poste? Est-ce qu'il y en a qui rentrent par téléphone? Donc, c'est de faire différents départements aussi, des fois, qui sont impliqués. Donc, c'est de faire, de répertorier finalement chaque point d'entrée des renseignements, puis de vous poser la question, comment je peux transmettre ces informations obligatoires? Pardon. Donc, deux autres questions, puis ensuite, je vous laisse pour l'après-midi. Donc, si l'on reçoit un CV avec le nom et adresse du candidat et que nous envoyons le CV à un client, devons-nous barrer l'adresse du candidat? Si le candidat nous envoie son CV avec ses coordonnées, c'est comme si nous avions son consentement. J'ai aussi commencé par la fin, donc de présumer que parce que la personne vous transmet ses renseignements personnels, qu'elle consent nécessairement à ce que vous les utilisiez puis que vous les communiquiez à qui vous le voulez. En fait, ça serait proscrit. Donc, il faut éviter de présumer que la personne consent à ce que vous utilisiez ou que vous communiquiez ces renseignements parce qu'elle a choisi de vous les transmettre. Si vous n'avez pas transmis les sets d'informations obligatoires. Donc, le consentement ne se présume pas. Vous devez vraiment, soit au moment de la collecte, avoir transmis les informations, puis à ce moment-là, le fait que la personne vous transmet ses renseignements personnels, vous pouvez justement considérer qu'elle consent. Mais dans un cas où est-ce que les informations n'ont pas été transmises,
que la personne vous transmet son CV, à ce moment-là, il n'y a pas de consentement valide pour la communication. Ensuite de ça, savoir si le simple fait de barrer le nom et l'adresse du candidat, ça constitue une dépersonnalisation. Ensuite de ça, est-ce que ça permet de manière, dans les dépersonnalisants, ce serait une communication à ce moment-là sans consentement. Si vous le transmettez, par exemple, à votre client, si le candidat nous envoie ce CV avec ses coordonnées, barré de nom du candidat. Donc, si vous l'envoyez à votre client en ayant dépersonnalisé, à mon avis, de manière assez, si on suit vraiment le texte de la loi, ce n'est pas une situation qui pourrait vous permettre de communiquer des renseignements personnels à un client. Donc, il faut vraiment voir là, de quelle façon vous pourriez procéder pour informer les candidats avant qu'ils vous transmettent leur CV. Il y a une des façons qui est qu'on va voir de manière, j'imagine, assez commune dans les prochains mois, prochaines années, ça va être de modifier l'affichage. Donc, de votre affichage de poste, d'ajouter des mentions qui contiennent les 7 informations obligatoires. Puis ensuite de ça, de vous assurer que la personne a bien pris connaissance de l'affichage de poste avant de transférer son CV. Ça pourrait être effectivement une façon. Une dernière question. Donc, un employé de cabinet comptable qui part vers la maison avec une boîte client chez elle pour effectuer du travail. Elle peut le faire? Point d'interrogation. Bien, il n'y a rien qui l'interdit. Ceci dit, c'est des informations, j'imagine qu'un cabinet comptable, c'est des informations financières, donc on considère que c'est des informations sensibles. Et quand on parle de boîte client, c'est des documents papier, puis qu'elle part chez elle. Donc, il y a une sortie des documents avec un moyen de transport qui amène. Donc, est-ce que c'est un moyen risqué? À mon avis, oui, ça comporte des risques. Ceci dit, c'est à l'entreprise comme telle de déterminer quel est le niveau de protection qui est à appliquer à ces renseignements-là. Puis, effectivement, de sortir une boîte client chez elle pour effectuer un travail, ça peut être risqué, mais c'est à savoir de quelle façon vous voulez procéder pour limiter les risques. Peut-être commencer par identifier quels sont les risques, puis ensuite de ça, prendre des décisions à savoir quelles sont les mesures à appliquer à l'ensemble des employés pour limiter ces risques-là. Donc, je vous remercie aussi pour votre participation. Donc, je vois qu'il y a d'autres réponses. Je vais, si vous voulez, pour les questions auxquelles je n'ai pas répondu, rester en ligne. Je vais peut-être vous répondre là, par écrit. Ou sinon, peut-être juste rester en ligne, puis je vais vous répondre tout de suite. Donc, pour ceux que ça intéresse, restez. Puis ceux pour qui ça n'intéresse pas, vous pourrez quitter. Il est 14h08. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Puis, je vais répondre aux questions auxquelles je n'ai pas répondu tout de suite. Donc, nous sommes un centre communautaire et nous recueillons des informations personnelles pour nos statistiques sur papier et dans une base de données, sans jamais transmettre ceux-ci. Les membres remplissent la fiche eux-mêmes. Devons-nous rajouter une feuille de consentement et après combien de temps devons-nous détruire les informations? Il y a beaucoup de questions. Donc, oui, même si c'est pour des fins statistiques, donc si vous les recueillez, si vous êtes la personne qui les recueille, techniquement, vous devriez obtenir le consentement. Donc, pour les utiliser à des fins statistiques. À savoir si c'est la meilleure façon de la rajouter sur la feuille comme telle de collecte. Ça peut être une des façons, mais ce n'est pas obligatoire. Mais ça peut être une façon assez simple de le faire effectivement. Ensuite de ça, après combien de temps vous souhaitez détruire les renseignements personnels? En fait, après combien de temps vous devez les détruire? Bien, ça va dépendre du calendrier de conservation, donc des délais applicables à votre secteur d'activité et aux différents lois qui s'appliquent. Personnellement, je ne peux pas en mesure de vous répondre à cette question-là aujourd'hui. Un archiviste serait probablement en mesure de le faire. Deux autres questions que je vois. Donc, nous sommes une entreprise dans le domaine de la comptabilité. Lorsqu'un client nous demande de lui transmettre un document PDF par courriel et contenant des informations personnelles, le fichier est sécurisé avec un mot de passe. Est-ce que cela est suffisant? Il semble y avoir un risque quand même non. Doit-on l'aviser ou bien comme la demande provient du client, nous sommes corrects? OK.
Dans le fond, pour ça, c'est un exemple qu'un client vous demande de lui transmettre un document PDF avec des informations personnelles qui le concernent lui-même. Donc, pour ça, ça ne prend pas nécessairement de consentement. Maintenant, la méthode de communication utilisée est le courriel et vous protégez le courriel avec un mot de passe. Personnellement, je ne suis pas une experte en protection de cybersécurité ou courriel ou etc. Ce que je sais, c'est que nécessairement pour l'usage du courriel, pour transmettre des informations personnelles par courriel, c'est nécessaire de se poser les bonnes questions. Donc, effectivement, vous êtes sur la bonne voie, donc de vous poser les bonnes questions sur un usage sécuritaire du courriel. À savoir si le mot de passe est suffisant, bien, je vous renverrai peut-être poser la question à votre expert en gestion de la cybersécurité ou à votre conseiller en informatique. Donc, ce serait peut-être la question à lui poser à lui, mais nécessairement, quand vous utilisez le courriel, c'est une super question. Donc, quand vous utilisez le courriel, de vous poser les bonnes questions, puis à savoir, est-ce que j'utilise le bon niveau de sécurité à eu égard aux renseignements personnels que je suis en train d'échanger? Donc, c'est une bonne question. Une autre question, les avocats doivent conserver leur dossier durant une période précise. Comment est-ce que cela se matérialise-t-il avec les changements de la loi 25 pour la conservation et la destruction des renseignements? Est-ce considéré comme une fin utile? Effectivement. Donc, tantôt, on a parlé de destruction. Donc, eu égard quand on parle de renseignements personnels, la règle de base, c'est les renseignements personnels ou les documents sur lesquels ils sont contenus doivent être détruits lorsque les fins pour lesquelles ils ont été recueillis sont atteintes, sous réserve d'un autre délai prévu par une loi ou un règlement. Donc, la loi, les règles en matière de conservation, tout ce qui touche les autres professionnels, généralement ont des délais minimaux pour conserver leur dossier client ou les informations. Dans le cas des avocats, c'est 7 ans. Donc, à ce moment-là, oui, les avocats doivent continuer de conserver leur dossier pendant 7 ans. Puis dans le cas des employés aussi, donc pour tout ce qui est la gestion d'employés à des délais minimaux, autant avec les organisations fiscales qu'avec, par exemple, si vous faites partie de l'ordre des CRHA. Donc, il y a des délais minimaux qui sont prévus par des lois. Donc, c'est important aussi de continuer de les respecter. Donc, auparavant, ce qui était différent, c'est, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc, ce qui était différent, c'est qu'on conservait les renseignements personnels jusqu'à ce qu'ils soient obligatoires ou qu'on puisse ne plus les conserver. Donc, c'est comme la réflexion contrainte. Donc, on conserve les renseignements personnels, puis après 7 ans, on peut les conserver. On peut les détruire. Maintenant, la réflexion qu'on doit faire, c'est j'ai des renseignements personnels, je dois les conserver pendant 7 ans parce que je suis avocat. Mais après 7 ans, je dois les détruire. Donc, si ce n'est plus nécessaire de les conserver, ce n'est pas que je peux les conserver, même si Barreau dit que je ne suis plus obligée de le conserver. C'est que je dois le détruire s'il n'y a plus rien qui me permet de les conserver. Donc, si ce n'est plus utile, si ce n'est plus nécessaire de les conserver, techniquement, je dois les détruire. Donc, c'est comme la réflexion inverse qu'on doit effectuer. Où retrouve-t-on les outils modèles sur votre site web? On a déjà répondu à la question. Donc, je crois que j'ai... est-ce que le consentement écrit est nécessaire pour la création d'une fiche d'embauche? En fait, si vous collectez... si vous collectez des renseignements personnels sur votre fiche d'embauche, donc, exemple, quand on procède au processus, quand on fait le processus de recrutement, on a certaines informations, puis au moment de l'embauche, quand on remplit la fiche, on peut être appelé à collecter des renseignements supplémentaires. Ce qu'on recommande, c'est que pour tous les types de formulaires, les fiches, justement les formulaires d'embauche d'un employé, donc d'ajouter soit une mention, soit à l'endos, peu importe, d'ajouter un paragraphe ou une mention à l'effet des sets d'informations à transmettre de manière obligatoire. Donc, c'est sûr que c'est pas, quand vous écrivez, c'est pas un copier-coller. Vous avez une réflexion à y avoir.
vous devez transmettre les bonnes informations. Mais ceci dit, à chaque fois que vous avez un formulaire à remplir, c'est une bonne pratique d'ajouter les informations à même le formulaire. Ça vous évite aussi de toujours penser, donc de mettre en place des processus qui vous permettent de faciliter ce nouveau devoir d'information. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, ce serait ce qui mettrait fin au webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie énormément de votre participation. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, si vous allez sur notre site web, il y a aussi des disponibilités pour fixer une rencontre d'information gratuite. Donc, n'hésitez pas, il y a des disponibilités fin octobre, début novembre. Donc, je vous remercie beaucoup. Sinon, il y a notre site web, l'allianceressourceshumaines.com, sur lequel vous pouvez trouver des outils et des capsules vidéo de formation également. Donc, je vous remercie. Je vois des petites mains d'applaudissements, ça fait plaisir. Donc, je vous remercie énormément d'avoir participé. Puis, à une prochaine fois. Merci. Au revoir.